Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à la dernière étape entre la fin de vos projets et la célébrité. Oui, j'avais envie d'une accroche un peu racoleuse. La mise en ligne de vos images. Vous avez acheté un boîtier qui vous a coûté beaucoup d'argent, vous avez passé du temps à vous former, vous avez lu beaucoup sur la photographie, vous avez pratiqué, retouché, travaillé, et vous arrivez enfin à cette dernière étape. Cependant, cette dernière étape est pleine de pièges qui peuvent vite faire basculer votre travail de la catégorie potentiellement intéressant à totalement imbuvable. Parce que sérieusement, si vous faites pas un tout petit peu gaffe, Internet ça devient le festival du ridicule. Mais pas de panique, on va voir tout ça ensemble. Juste un petit aparté avant de commencer, il n'y a pas besoin de connaissances techniques sur le fonctionnement du web pour suivre cette vidéo. Ce sera peut-être nécessaire à certains moments et peut-être quelques notions, mais globalement, vous pouvez comprendre l'idée et la philosophie et l'intention qu'il y a derrière ce que je vous présente, sans forcément être un crack du web. Le sujet principal de la vidéo restera les sites web et comment en faire des cools et intéressants pour vos spectateurs, mais les conseils que je vais vous donner peuvent être appliqués aussi aux galeries Facebook, aux pages 500px, aux pages Flickr, etc., aux pages Instagram, bref, là où vous mettez vos images. On va commencer par un constat assez douloureux. Personne ne veut voir vos images. Du moins, personne ne sait encore qu'il veut les voir. Du coup, il ne faut pas compter sur la patience de l'internaute pour quand même commenter vos images et interagir avec si l'ergonomie du site ou si sa présentation est moisie. Même si vos images méritent des échanges, des éloges, etc., si le site est naze, il fera pas d'effort. N'oubliez pas qu'Internet est une jungle et il doit y avoir autant de sites web de photographes que de réflexes vendus chaque année. Bon, je grossis un peu le trait, mais vous avez l'idée. Vous pouvez publier les meilleures images de la planète, les projets les plus intéressants, les plus travaillés. Si votre portfolio est pourri, personne ne les regardera jamais. L'inverse est aussi vrai, vous pouvez produire des images complètement nazes sur un portfolio hyper stylé et les gens la regarderont. Coucou Serge Ramelli, tu te souviens de moi? C'est donc à vous de faire le nécessaire pour que la visite de votre portfolio soit agréable et facile d'accès, sinon il n'y a que votre tata Huguette au fin fond de la Creuse qui va regarder vos photos. Et c'est quand même dommage de s'être emmerdé juste pour ça. On va commencer par la base. Qui êtes-vous? Alors ça paraît évident dit comme ça, mais le spectateur, quand il vient sur votre site, alors je dis spectateur, lecteur, c'est la même chose, l'internaute, quand il vient sur votre site, c'est pour vous voir vous. Quelque part, s'il aime déjà la photographie, il a déjà dû en voir plein dans plein d'endroits, et c'est votre personnalité qui va l'intéresser. S'il n'était pas intéressé par ce que vous faites vous, personnellement, et qu'il avait juste envie de voir des photographies, une visite sur Flickr, ça suffit, on tape paysage, on voit du paysage, et on a satisfait sa soif de photographie pour la journée. Du coup, s'il vient vous voir vous, et j'insiste, il faut qu'il reparte de votre site web, ou de la plateforme où vous mettez vos images, avec une idée précise de qui vous êtes et de ce que vous faites. Bref, votre identité. Et cette identité passe principalement par trois choses. Premier élément important pour votre identité en ligne, présentez-vous. Prenez le temps de rédiger un petit paragraphe pour vous présenter, pour présenter ce que vous faites, quelle est votre démarche, pourquoi vous faites des images, qu'est-ce que vous avez envie de raconter, etc. Par contre, ne rédigez pas un CV en ligne ou juste une soupe vaseuse pseudo-poétique à la « je sublime la vie de mon beau grand regard », etc. On passera, restez simple, factuel, vous présentez ce que vous faites, pourquoi vous aimez le faire et qu'est-ce qui vous inspire. N'hésitez pas non plus à décliner ces descriptions dans les pages présentant vos séries et vos travaux photographiques. Le spectateur ne sait pas forcément ce que vous avez voulu faire avec ces images, donc c'est à vous de lui raconter. Vous réfléchissez à pourquoi j'ai fait ces images, qu'est-ce que je raconte à travers elles, et pourquoi je les ai organisées comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est à vous de choisir la distance que vous laissez entre le spectateur et vos images. Vous pouvez le laisser les découvrir et faire sa propre opinion dessus, ou alors le guider un petit peu plus et lui indiquer quelle était votre intention. Ça, c'est à vous de choisir, mais si vous vous présentez, pensez juste qu'il est aussi possible de le faire dans les rubriques qui présentent vos séries. Deuxième étape, le nom de votre site. J'aurais presque dû commencer par là. Quand votre aventure sur Internet va démarrer, vous allez avoir une magnifique case blanche, il faudra mettre le nom d'un domaine, et vous allez le garder très longtemps. Enfin, vous pouvez changer aussi, c'est pas non plus la prison, mais ça se garde quand même un moment pour le référencement et pour un tas d'autres choses techniques et chiantes, c'est quand même mieux de ne pas trop le changer, voire pas du tout. Alors ne vous emmerdez pas à cette étape, faites extrêmement simple, vous mettez votre nom et votre prénom. Si vous voulez faire un peu punk à chien, vous mettez votre prénom et votre nom, mais on reste à peu près là-dedans. C'est quelque chose que j'ai remarqué sur Internet, plus le photographe est mauvais, plus son nom est une soupe pseudo-philosophique à base de élan sentimental, mon regard sur le monde, au coin de la nuit, enfin des petits trucs comme ça. Bref, ça se barre dans tous les sens, ne faites pas ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, personne ne s'emmerde avec ça. Par exemple, Henri Cartier-Bresson, il s'appelait Henri Cartier-Bresson. Il n'a pas signé ses photographies ou ses livres, parce que je sais, il y a un site web, sous le nom Henri, instant décisif, Bresson. Voilà. Alors la soupe philosophique dans les pseudos, etc., on oublie, votre nom et votre prénom, c'est très bien, c'est bien pour l'état civil, c'est bien pour les papiers, pour les impôts, ça le sera aussi pour votre site. Enfin, la dernière étape importante pour avoir une identité qui est forte en ligne, c'est de trier vos images. Alors je fais juste un petit rappel, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo sur l'édition, donc sur l'étape et comment on trie ces images. Je vous mets un lien quelque part par là. Je ne saurai jamais où atterrit le lien, donc voilà, fais ça comme ça.
Trier vos images, c'est extrêmement important parce que les places dans l'imaginaire collectif sont chères. Et je rappelle que le but de votre site en ligne, c'est de laisser une petite image dans la tête de votre spectateur une fois qu'il sera reparti. Et si on y réfléchit, ces places, comme je viens de le dire, sont très très chères. Vous prenez une personne lambda qui s'intéresse à la photographie et vous lui demandez de vous citer 5 photographies célèbres. Et quand je dis citer, vraiment les citer, donc être capable de les dessiner schématiquement pour bien montrer qu'on les a en tête. Chez les gens fans de photographie, 5 vous allez y arriver, peut-être 10, mais quand vous sortez les gens qui s'y intéressent, bah forcément c'est moins représenté dans l'imaginaire collectif. C'est beaucoup moins présent que si on demande à quelqu'un de citer 5 morceaux de rock ou 5 films de science-fiction, qui sont beaucoup plus présents dans la culture. Donc généralement les gens connaissent peu d'images, je sais pas pourquoi c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc les places sont chères, donc ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes, triez vos images sur votre site. De toute façon, le lecteur ne retiendra pas tout. Il est beaucoup plus important d'avoir 10 images hyper percutantes qui marchent bien ensemble et qui dégagent une vraie identité que 500 qui finissent par devenir une soupe que tout le monde oublie. Le but de ça, c'est d'éviter ce que j'appelle le syndrome du portfolio catalogue, c'est-à-dire quand on arrive sur le site d'un photographe, on tombe sur absolument toutes les catégories, portrait, paysage, mariage, j'en sais rien, animalier, sport, macro, tout ce que vous voulez, et au final, vous vous retrouvez dans une soupe de tous les genres, et vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire la personne dont vous visitez le site. On a plus l'impression que la personne s'est collé un cahier d'exercice et a publié le résultat, que ses travaux sont issus d'une vraie réflexion. Quoi qu'il en soit, personne ne vous demande d'être bon partout, donc le plus important c'est de rester cohérent. Vous n'avez pas besoin d'exceller dans tous les genres photographiques pour être un photographe intéressant. C'est pas un concours, c'est pas un sport la photographie. Par exemple, moi mes travaux tournent plutôt autour de l'urbain et de la photographie de rue. Si je me mettais à faire du paysage demain parce que ça m'amuse, bah, je le mettrais sûrement pas en ligne, parce que ça ferait trop bordel et ça irait pas avec le reste en fait. Ce serait pas proche de ce que j'aime vraiment, même s'il m'arrive d'essayer des trucs. Deuxième point très important, il faut faciliter la tâche du spectateur. Parce que voilà, vous avez rédigé votre présentation, vous avez trié les images que vous voulez mettre en avant sur votre site, mais il faut encore qu'il puisse les trouver et les trouver facilement. Généralement, on dit que sur internet, quand il faut plus de 2-3 clics pour arriver à une rubrique, c'est beaucoup. Votre internaute, il va peut-être rester que quelques secondes sur votre site. Au début, il passe 30 secondes quand il vous connaît pas plus que ça. Donc il faut vraiment qu'il trouve ce qu'il veut très rapidement. Donc on évite les menus à rallonge dans tous les sens, etc. Mais on va voir ça un peu plus en détail. Une bonne façon de faciliter la tâche du spectateur, c'est de faire des scénarios. Alors, je ne demande pas d'écrire le prochain Star Wars, on parle juste de quelque chose de très simple, papier, crayon, et juste, il arrive sur la page d'accueil, où est-ce qu'il peut aller, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce que j'y mets, etc. Juste faire un plan macro de l'expérience utilisateur. Quelque chose de très très simple, hein. Mais juste y réfléchir un petit peu, ça fait des grandes différences à la fin. Par exemple, pour mon propre site, il y a 2 scénarios possibles. Soit vous arrivez sur le site pour voir mes photographies, merci beaucoup, soit vous arrivez sur le site pour lire le contenu et le blog, encore merci beaucoup. Et dans chacun des cas, vous ne verrez pas les mêmes choses. Si vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez voir un petit menu déroulant qui vous montre les séries en cours, etc. Et vous allez directement aux images. C'est très épuré, il n'y a pas grand chose d'autre et ça se concentre sur l'essentiel. Les photographies que vous êtes venu voir, je ne vous emmerde pas avec autre chose. A l'inverse, si vous allez sur les pages du blog, vous allez avoir des widgets et plus de fonctionnalités qui sont liées à celui-ci. Par exemple, des catégories, les derniers articles, les plus commentés, un petit plugin pour vous abonner, etc. Abonnez-vous, je vous vois passer. Bref, l'expérience est faite différemment dans chacune de ces catégories, et c'est important d'y penser pour vos utilisateurs. Que vous ayez un blog ou pas d'ailleurs, c'est juste bien concevoir le truc pour que l'expérience soit cool. Pour faciliter l'expérience des utilisateurs, pensez aussi aux commentaires. Un internaute qui vient sur votre site, qui le regarde et qui a envie de laisser un commentaire, c'est quelque chose de super cool. Ça veut dire qu'il a aimé votre travail, il a envie d'interagir avec vous, c'est quelque chose de bien. Mais il faut lui faciliter un peu ça. Alors si vous êtes sur une plateforme type Flickr, 500px, Facebook, Instagram et que sais-je, c'est pas grave, on s'en fout, c'est géré par la plateforme à votre place. Si vous êtes sur WordPress, il faut tester un peu votre module et voir s'il est facile d'accès, si tout marche bien, et vous pouvez aussi essayer de l'améliorer un peu. Je sais qu'il y a des plugins qui permettent de se connecter via les réseaux sociaux, donc par exemple si la personne a un compte Facebook, elle se connecte, elle n'a pas besoin de rentrer son mail, etc., ça se fait tout seul, elle commente, et c'est plus facile, vous avez plus d'interaction avec vos internautes. Enfin, dernier élément qui facilite la tâche du spectateur, laissez-lui une façon simple de vous contacter. Et par simple, j'entends pas mettez votre mail en bas des pages. Ça, c'est no way. Ça veut dire en américain qu'il faut pas le faire. C'est no way, pourquoi? Parce que c'est chiant à maintenir, si vous changez de mail, il faut le changer en bas des pages. C'est hyper relou, vous allez vous taper des tonnes de spam sur votre mail, et c'est hyper galère pour votre spectateur, internet, lecteur, bref, pour le gars qui essaye de vous écrire. Parce qu'il va devoir faire un copier-coller du mail, le mettre dans son client de messagerie, taper le... c'est chiant quoi, ça casse les couilles de tout le monde, faites pas ça. Si vous êtes sur une plateforme comme je viens de le citer, il n'y a pas de souci, c'est déjà géré. Si vous êtes sur WordPress, Contact Form 7, c'est un petit plugin qui marche extrêmement bien et permet de vous envoyer des mails sans souci. Une fois que vous avez mis vos images en ligne bien triées, que vous avez pensé à l'expérience utilisateur pour qu'elle soit cool, on va penser un peu à son interface.
Votre site web doit être quelque chose de sobre. Ne faites pas une interface clairement dégueulasse qui viendrait saboter tout le travail que vous avez fait avant. C'est ce que j'appelle le syndrome du sapin de Noël, où quand on arrive sur un site, on a des choses qui bougent toutes seules, de la musique, des diaporamas, bref, ça casse les pieds. Donc restez sur quelque chose de simple, clair et facile d'accès, de préférence où on voit les menus bien en évidence. Autre élément important dans votre interface, c'est la rapidité de votre site. Parce que si un internaute tombe sur votre site web et a envie de le découvrir, il va vite faire demi-tour si chaque image met 2 minutes à charger. 2 minutes, ça peut être très très long. Vous voulez qu'on attende 2 minutes là maintenant? Je peux, hein, j'ai pas peur. Il y a plusieurs façons de rendre votre site web rapide. La première est de limiter le nombre de plugins présents. Donc ça va avec le syndrome du sapin de Noël dont je viens juste de parler. Ne mettez pas trop de choses sur votre site, parce que chacun de ces plugins appelle souvent du code à l'extérieur, et ça augmente le temps de chargement des pages. Donc ne mettez que ce qui vous est vraiment utile. Pensez aussi à utiliser un petit plugin de cache. C'est un outil qui va précharger votre site et servir ces pages préchargées à l'internaute, pour éviter de réanalyser le code à chaque fois. Enfin, je vulgarise rapidement, mais ça précharge le code et ça charge ce qui est chargé, comme ça n'a pas à recharger pour chaque personne qui passe. Bref, ça l'accélère, mettez-en un. Vous allez dans le top de ceux qui sont le plus utilisés, et c'est souvent les meilleurs. Aussi, pensez à réduire la taille de vos images. De toute façon, personne n'a besoin de les voir en Full HD. Il est même d'ailleurs probable qu'un tiers, voire la moitié de vos spectateurs passent par leur mobile ou leur tablette pour aller sur votre site. Donc les images en très haute définition, ça ne sert à rien. Je vous conseille de vous limiter à 2048 pixels, c'est très très bien. Si vous êtes sur WordPress, j'utilise ImSanity, qui est un petit plugin qui fait la conversion à l'apport des images. Si jamais vous n'avez pas votre propre site, très souvent la plateforme le gère pour vous. Flickr par exemple crée automatiquement les différentes dimensions d'images. D'ailleurs c'est aussi un autre élément, vous n'avez pas besoin de mettre les images en HD sur votre site, vous pouvez très bien avoir un petit compte Flickr à côté où elles y sont et renvoyer vos spectateurs dessus. Comme ça c'est Flickr qui gère l'hébergement et vous êtes pololop, tranquillou bilou. Enfin pensez régulièrement à tester la vitesse de votre site en vous mettant dans la place du visiteur. Il suffit juste déjà d'y aller dessus comme si vous le visitiez, pour vous en rendre compte, et vous pouvez utiliser des outils qui calculent la vitesse et la performance de votre site et vous disent ce qui va ou ce qui craint un petit peu. Personnellement, j'utilise tout le Pingdom, donc je vous mets un lien dans la description. Dernière étape, n'hésitez pas à mettre de votre poche. On vient de le voir, vous avez acheté votre matériel très cher, vous avez payé vos voyages, vos livres, vos formations, vous avez passé des heures et des heures et des heures à travailler vos images, ce serait quand même dommage de jouer le radin à la dernière étape. Ça me fait penser aux gens qui achètent un full frame 3000 € et qui après trouvent qu'acheter des livres c'est trop cher, ou des formations. Ça n'a aucun sens. Un site web qui fonctionne bien coûte un petit peu, mais vraiment c'est pas délirant, c'est juste qu'il faut mettre un petit peu dans votre poche pour que ça tourne correctement. Il y a deux pôles de dépenses possibles. Le premier qui vous coûte un petit peu, c'est l'hébergement. Ça, quand vous démarrez un site web, ça doit être une quarantaine d'euros par an chez OVH, je crois que c'est les premiers prix. Avoir son propre site web chez un hébergeur, ça a quand même un énorme avantage, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'une plateforme tierce. Ce n'est pas Facebook, Flickr ou Instagram, etc. qui décident de comment sont présentées vos images, de qui peut les voir, etc. C'est vous qui êtes maître de la salle d'exposition virtuelle du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est très très cool. Autre chose qui peut coûter un petit peu, ce sont les plugins et les thèmes. Là, encore une fois, si vous avez trouvé un thème que vous adorez, qui met bien en avant votre travail et que vous trouvez très élégant, c'est dommage de ne pas se l'offrir, quoi. C'est un peu l'écran dans lequel va se trouver vos images en ligne, beaucoup de gens vont y passer, allez-y, quoi. De même pour les plugins, si vous en avez trouvé un qui fait un très bon taf, je sais pas, pour faire un carrousel d'images, pour... Vraiment, j'en ai aucune idée, ça peut être du cash, ça peut être n'importe quoi. Si ça aide votre travail à être mieux valorisé en ligne, achetez-le. Sur la durée, vous y gagnez largement. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que de conseils issus de ma pratique. À vous de prendre ce qui vous intéresse là-dedans en fonction de ce que vous avez besoin. Ce sont juste des bonnes pratiques que j'ai accumulées au fil du temps en maintenant moi-même mon site web depuis quelques années. Je crois que j'ai dû l'ouvrir fin 2014. Au début, je présentais que mes images, et après les images et le blog, et après... j'ai mis plein de trucs. Malgré les apparences, et si ça semble un petit peu technique de prime abord, ce n'est pas vraiment le cas, il y a beaucoup de documentation en ligne pour vous aider à avoir votre propre site web, et c'est quelque chose que je trouve très gratifiant. Je prends beaucoup de plaisir à travailler le mien régulièrement et à le bricoler, et me considérer comme mon propre éditeur en ligne, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool, encore une fois. Dans cette vidéo, j'ai parlé peu de photographie et plus d'outils, mais il n'est jamais trop tard pour corriger le tir. Du coup, un exemple de portfolio que j'adore, c'est celui de André D. Wagner, un photographe de rue américain. Il est juste monstrueux, il a un talent incroyable et travaille énormément, c'est vraiment très inspirant de suivre ce qu'il fait, et son portfolio en ligne est top, bien édité, et présente un peu tous les bons conseils que je viens de vous donner là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, si vous avez des amis qui hésitent à se lancer, ou tout simplement qui ont besoin de conseils sur leur premier site web, ou ceux qui ont un site web un peu moche et à qui vous osez pas trop le dire, quoi. Comme ça... Ils le verront plutôt à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me montrer vos sites web, me partager vos galères ou vos questions, je suis toujours curieux de voir ça. Je vous mets comme d'habitude un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, il vous aidera beaucoup.
Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.